la dette est illégitime, la dette de l'État. C'est une dette qui est de l'ordre de 2000 milliards, sur lequel nous, les contribuables, on verse 45 milliards d'intérêts. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'on en a reçu? Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est vraiment important voilà, la dette illégitime, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre à quel point la dette opère sur nos vies, sur les sociétés, etc. Et surtout sur les sociétés, sur les pays du Sud, dits en développement, vraiment entre guillemets, parce que le développement, c'est une interrogation qui est dans la salle au-dessus, justement, et sur laquelle, moi, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais bon, voilà. L'extractivisme. L'extractivisme, c'est évidemment l'extraction des métaux dont j'ai parlé, l'extraction du sable, l'extraction des matières végétales. Donc, c'est... voilà, au départ, on dit l'extractivisme, ça désigne l'extraction de matériaux bruts et l'exportation, de ces matériaux extraits en brut. Donc c'est ça que un peu. Mais moi, l'extractivisme m'intéresse dans un sens plus large. C'est-à-dire, l'extractivisme, c'est effectivement les métaux, les végétaux, et puis les minéraux, les énergies fossiles. Mais l'extractivisme, c'est aussi l'extraction des ressources humaines, puisqu'en fait, on a commencé l'extractivisme réellement par l'Europe, a commencé il y a 5 siècles avec Christophe Colomb. Hein, vous savez, Christophe Colomb, il cherchait à aller en Inde et en Chine, parce que la route de la soie avait été coupée par l'Empire ottoman, donc il cherchait à rejoindre par la mer l'Inde et la Chine, et en fait, il est tombé un peu par hasard sur les Caraïbes, et il cherchait de l'or. Et donc tout de suite, ça a été... il fallait absolument trouver de l'or. Et donc on peut situer le début de l'extractivisme à cette période-là, puisque ensuite, c'est toute l'installation du commerce triangulaire. Donc les bateaux partaient d'Europe, chargés de verroterie, d'armes, etc. Et ils échangeaient ça avec les rois africains contre des esclaves qu'ils emmenaient en Amérique, et ils les faisaient travailler. Donc l'énergie de toute cette période-là, c'est l'énergie des esclaves qui, avec le Code noir écrit par Louis XIV, et ces esclaves ne vivaient que 6 à 9 ans, tellement on les faisait travailler dur. Ensuite, évidemment, les bateaux repartaient avec des épices, de l'or, de l'argent, du tabac, du cacao, du sucre, toutes ces choses qui n'existaient pas en Europe. Cette période dure 3 siècles, elle enrichit énormément l'Europe. C'est une période extractiviste. Pour moi, je ne vois pas d'autres mots, puisque les ressources sont volées. C'est un pillage. En plus, je ne parle pas des massacres, etc. C'est un grand pillage. Donc, les ressources ne sont pas payées, elles sont volées. Puis, de toute façon, par exemple, les Indiens Arawak qui peuplaient Hispaniola, Haïti, ils ont été exterminés. Voilà, tout simplement, en moins de 50 ans, ils ont été exterminés. Je peux citer l'exemple celui qui n'avait pas trouvé de l'or, et s'il avait trouvé de l'or, il avait une petite pièce en cuir qui lui pendait autour du cou. S'il n'avait pas trouvé d'or, il ne l'avait pas, on lui coupait les bras. Voilà, c'était simple. Donc les mères empoisonnaient leurs enfants plutôt que de les voir avec les bras coupés et saignés, etc. Donc ça a été des massacres terribles. Cette période dure 3 siècles, je vais vite parce que quand même il y a beaucoup de choses à dire. Jusqu'au moment où l'esclavage commence à s'arrêter, au milieu du 19e, etc. Mais en fait ça correspond à la découverte, disons au début de la société thermo-industrielle dans laquelle on est toujours aujourd'hui, c'est-à-dire la machine à vapeur, le charbon, etc. Et qui va décupler la capacité des Européens à transformer ces ressources naturelles, à les transporter, à les transformer. Donc c'est le début de la révolution industrielle. Et ce début de la révolution industrielle, s'il correspond d'une certaine manière à la fin de l'esclavage, il correspond aussi à la colonisation de tous les continents par les Européens. C'est comme ça. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, avec ces capacités de transformation, il fallait beaucoup plus de ressources naturelles que ce qu'on trouvait juste en Amérique du Sud, aux Caraïbes, etc. Voilà. Et cette période-là, c'est donc la société thermo-industrielle dont on n'est absolument pas sorti et qui va commencer à réchauffer la planète, mais enfin pas beaucoup par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Elle dure, allez, un petit siècle, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Là,
Seconde Guerre mondiale, c'est la fin des colonies, avec la décolonisation de l'Inde en particulier en 1947, et puis la décolonisation de tous les pays africains grâce au combat nationaliste, différentes raisons, entre autres la guerre qui avait largement appauvri et enlevé de la puissance à nos pays, qui a fait disparaître en quelque sorte nos empires. On n'était plus capable d'avoir des empires, même si on a été capable de massacrer 100 000 malgaches qui demandaient leur indépendance. C'était quand même un petit peu un autre monde qui commençait. Et cet autre monde qui commence, effectivement, c'est toujours la civilisation thermo-industrielle, mais c'est la société de consommation. Et cette société de consommation, elle n'arrive pas toute seule, elle arrive exportée par les États-Unis qui ont gagné la guerre. C'est très clair. Et eux avaient commencé avant nous, étaient rentrés avec le Fordisme. Bon, le Fordisme, c'est je paye mes ouvriers pour qu'ils achètent mes voitures. Donc c'était le début de la société de consommation, mais nous on connaissait beaucoup moins en Europe que les États-Unis, qui eux sont une colonie. Il ne faut pas oublier que c'est une colonie européenne. La conquête de l'Ouest, c'est une colonisation par l'Europe. Et ça reste, je veux dire, c'est aujourd'hui une colonie, puisque on peut considérer que 50 millions d'Amérindiens ont été exterminés par les Européens qui se sont exportés en Amérique du Nord. Donc cette société de consommation qui débarque en Europe et qui s'amplifie aux États-Unis, elle a besoin d'encore beaucoup plus de ressources naturelles, puisque avec le moteur d'explosion, l'électricité, etc., toutes ces inventions, on a des capacités de transformation absolument démentielles, par rapport à, disons, le commerce triangulaire à la période de l'esclavage, où il n'y avait comme énergie que le vent, l'eau, et puis la force un peu des animaux domestiques, et puis la force des esclaves. Et donc comment on a pu réussir à avoir beaucoup plus de ressources naturelles, à piller beaucoup plus, alors que les armées coloniales avaient quitté ou quittaient les pays et le travail forcé n'était plus possible? Eh bien, c'est la dette qui va remplacer, ces armées coloniales. Et la dette illégitime. Alors un exemple, qui est vraiment, c'est plus qu'un exemple, c'est pendant la période entre la fin de la guerre et la fin de la colonisation en Afrique, par exemple, des pays comme la France ont emprunté auprès de la Banque mondiale. La France et l'Angleterre, qui avaient des empires coloniaux énormes, étaient surendettés après la guerre, à 150-200% du PIB. Donc incapables d'investir dans les pays du Sud en faisant des routes, des chemins de fer, des ports en eau profonde, etc., pour amener toutes les ressources, que ce soit l'uranium du Gabon, le manganèse du Gabon, ou les bois, tout ça. Et donc elles ont emprunté auprès de la Banque mondiale. Et quand il y a eu la décolonisation, la Banque mondiale s'est adressée aux pays nouvellement indépendants en leur disant il faut payer, puisque les pays colonisateurs sont partis, c'est à vous de payer. C'est une dette odieuse. Alors, évidemment, les nouveaux venus de ces pays indépendants, des gens comme Lumumba, ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce genre de choses, c'est-à-dire la continuité de ce pillage. Donc on les a assassinés. On en a assassiné beaucoup. Ça a duré. Et on les a remplacés par des corruptibles, tout simplement. Des gens qui vont accepter que leur pays soit géré non pas pour le bien-être de leur population, mais pour le bien-avoir des multinationales et des pays ex-colonisateurs. C'est très clair. Et donc ça a été ça le moyen. Donc la dette illégitime devait être remboursée et on a rajouté. C'est-à-dire on a fait ce qu'on appelle des écliers, on a prêté de l'argent pour qu'ils puissent construire ci ou construire ça. En réalité, une grande partie des prêts qui étaient faits, que ce soit des prêts multilatéraux, donc des prêts de la Banque mondiale ou du FMI, des prêts bilatéraux, des prêts d'un pays à un pays, ou des prêts privés, des prêts d'une banque privée à un pays, ces prêts ont été en grande partie détournés. Des bourgeoisies compradors se sont créées autour de ces décideurs. Et voilà, donc Mobutu, Compaoré qui a assassiné Sankara, Pinochet qui a assassiné Allende, bon, il y en a eu beaucoup, le Shah d'Iran qui a remplacé Mossadegh, etc. Il y en a eu beaucoup. Bon, pour dire que je ne raconte pas des histoires, il faut lire les confessions d'un assassin financier de John Perkins, qui est
un ex-employé de la CIA, qui est un repenti et qui a écrit ce bouquin, Les Confessions d'un assassin financier, où il explique que voilà, il était mandaté pour aller voir les présidents en Amérique du Sud et leur dire voilà, mon pays va te donner beaucoup d'argent, tu peux devenir très riche, ça va être formidable, mais en échange, tu vas voter à l'ONU pour les États-Unis, et puis tu vas laisser nos compagnies pénétrer et aller chercher du pétrole, ci et ça. Si tu n'es pas d'accord, c'est dommage pour toi, parce que tu aurais pu être très riche, et ils vont lâcher les chacals. Et donc ils étaient assassinés. Alors ce n'était pas un assassinat direct comme avant, c'était l'avion qui tombe. Voilà. Il y a pas mal d'avions qui sont tombés, avec des gens qui voulaient le bien-être de leur peuple et non pas le bien-avoir des multinationales. Et donc, il y a un événement très important qui s'est produit en 82. 70% de ces emprunts faits par ces pays qui ont vraiment besoin d'emprunter pour se reconstruire, pour construire des vraies routes, pas des routes pour les matériaux, des routes pour les gens, des universités, des hôpitaux, etc., qui n'avaient pas été faits. Hein. On dit la colonisation c'était formidable, oui, je crois qu'il y a eu 10 bacheliers au Congo, au Zaïre pendant la période coloniale. C'était effectivement très très développé. Donc ils ont construit ça, ils ont emprunté de l'argent, mais 70% de ces emprunts étaient faits auprès des banques privées, indexé sur le prime rate états-unien. Le prime rate, c'est le taux de référence de la banque centrale, de la Fed, aux États-Unis. Et Paul Volcker, en 1979, a décidé de hausser ce taux pour diverses raisons, entre autres une raison de l'inflation, c'est-à-dire que le dollar était très bas, et quand on remonte le taux, les capitaux arrivent, ça fait remonter le dollar. Mais comme ces prêts étaient indexés et que la remontée du prime rate a été extrêmement violente, il y avait le Libor aussi anglais, eh bien, les pays endettés se sont retrouvés à devoir payer 3 fois le niveau de ce qu'ils remboursaient, à rembourser 3 fois plus que ce qu'ils remboursaient, ce qui est impossible. Donc très rapidement sont tombés en faillite entre guillemets, parce qu'un pays ne tombe pas en faillite, c'est pas comme un ménage où une entreprise peut tomber en faillite, mais pas un pays. Et donc le FMI est intervenu en disant vous ne pouvez pas rembourser vos créanciers, moi je vous prête de l'argent pour les rembourser. Donc le FMI a sauvé les banques. Et puis il a imposé des conditionnalités. À chaque nouveau prêt de secours, il a imposé des conditionnalités et la Banque mondiale a fait de la même façon. Et ces conditionnalités, la plus importante d'une certaine manière, c'était l'imposition du libre-échange. Donc vous cassez vos barrières douanières et vous laissez rentrer les multinationales qui peuvent investir et qui peuvent rapatrier leurs capitaux. Et puis vous allez privatiser d'ailleurs, parce que vos entreprises nationales, là, ça ne marche pas du tout, il faut les privatiser, c'est super mieux. Donc elles ont été bradées, elles ont été acquises, et donc tous les chemins de fer, tout ça a été acquis, les mines, tout ça a été acquis. Et puis en plus, comme vous devez rembourser une dette, vous dépensez trop, donc il faut diminuer les dépenses. Donc oubliez vos hôpitaux, vos universités, vos écoles, tout ça, il faut que ça soit payant. C'est pas possible que ce soit gratuit. Arrêtez de faire de l'aide à l'alimentation de base ou à l'énergie. Tout ça, c'est fini. Il faut rembourser la dette. Or, cette dette, elle est illégitime. Alors, il y a la dette odieuse qui est réclamée par la Banque mondiale qui correspond aux investissements faits pendant la période coloniale, qui est odieuse. C'est une dette qui n'a pas à être remboursée parce qu'elle n'a pas été acceptée par la population et elle n'a pas servi à la population. Alors que le prêteur connaissait ces deux éléments. Donc, c'est une dette odieuse. Il y a vice du consentement. Mais là, ce sont des dettes illégitimes, elles ont été détournées. Et donc, le FMI va dire, voilà, donc il faut faire tout ça. Et puis maintenant, comme c'est des emprunts en dollars, en devises que vous avez fait, alors, il faut exporter. Donc, vous allez exporter beaucoup plus les ressources que vous avez. Puis l'agriculture vivrière, vous allez la transformer en agriculture d'exportation. Donc, vous n'avez pas cultivé pour nourrir la population. Vous allez cultiver des bananes, du cacao, du café, du caoutchouc, tout ce que vous voulez, tout ce qui s'exporte. Une fois que vous aurez exporté ça, vous pourrez exporter une partie des devises que vous avez acquises pour rembourser votre dette illégitime. Donc voilà un petit peu le tableau de la dette et puis le tableau de l'extractivisme, parce que du coup, ils ont dû extraire beaucoup plus et surtout en brut. Il n'était pas question de transformer sur place. Jamais la Banque mondiale n'a investi pour industrialiser un de ces pays. Non, non, ça il fallait exporter en brut. Les emplois, la valeur ajoutée, elle se réalise chez les pays importateurs, pas chez les pays exportateurs. Ça marche pas du tout, ça. Donc voilà un petit peu la notion d'extractivisme, comment elle
ce qu'elle recouvre, quoi, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, on est dans un extractivisme forcené. Jamais on a extrait autant de matière brute et autant transformé de matière brute depuis quelques décennies. Là, aujourd'hui, ça devient démentiel. Un exemple parmi d'autres qui est absolument effarant, c'est les centrales biomasse. Vous avez entendu parler de ça, ce qu'on appelle centrales bois-énergie. C'est-à-dire, ben voilà, il faut absolument faire des énergies renouvelables, c'est formidable les énergies renouvelables, parce que le pétrole ça réchauffe, le charbon c'est encore pire, les gaz de schiste c'est encore pire, ça réchauffe autant que le charbon, donc on va faire des énergies renouvelables. Et une énergie renouvelable formidable, c'est le bois, hein. C'est bien sûr, le bois il pousse, il capte le CO2, donc on va le brûler, et on va en planter, et il va recapter le CO2, c'est formidable. Ben non, c'est pas formidable du tout. Non. La centrale de Gardanne qui appartient à E.ON. E.ON, c'est une compagnie d'électricité allemande. Elle transforme une centrale à charbon en centrale à bois. Ah, donc c'est une idée formidable. Sauf que sur 10 arbres coupés, il y en a 3 qui vont faire de l'électricité. Les autres, ils vont être transformés en chaleur ou en transport ou en tout ce qu'on veut. Et on va raser jusqu'à 400 km les forêts pour faire tourner cette centrale. Pourquoi ? Ben parce que, avec la CSPE, donc c'est je sais plus, c'est un truc qu'on nous pique sur nos factures d'électricité. Donc aujourd'hui, ça représente quand même 6 milliards d'euros. Et bien on subventionne les énergies renouvelables. Et donc, alors qu'un mégawattheure aujourd'hui, ça vaut, ça coûte le coût réel d'un mégawattheure de barrage, en France, c'est 30 euros. Du nucléaire, mais c'est un prix faux, c'est 55, c'est faux, c'est beaucoup plus cher, mais bon, on ment, hein, le nucléaire c'est un mensonge énorme. Mais là, non, là, c'est 175 euros. Donc, nous, avec la CSPE, on donne la différence à ces gens-là. C'est pour ça qu'ils font des centrales biomasse. Et ces centrales biomasse, elles vont effectivement couper du bois. Quand le bois va brûler, il va émettre énormément de CO2. Et il faudra 80 ou 100 ans pour recapter ce CO2 et le remettre dans les bois. Donc c'est un délire, c'est aujourd'hui qu'il ne faut pas réchauffer. C'est un délire total. C'est typiquement de l'extractivisme. Avec notre argent, des entreprises font des centrales bois-énergie avec l'onction de la Commission européenne et du gouvernement français. Bon, je ne vais pas insister trop là-dessus, mais c'est assez intéressant. Revenons sur la dette, l'illégitimité de la dette. En France, Attac et le collectif Audit Citoyen a fait un rapport où il explique que la dette est illégitime à 59%. Pourquoi? Mais il n'y a pas qu'en France, hein, on parle de la France puisqu'on est en France, c'est plus facile. Eh bien, depuis les années 73 pour la France, depuis 92 avec Maastricht, donc les premiers traités européens, il est interdit à un gouvernement d'emprunter à sa banque centrale. Il doit emprunter aux banques privées. C'est un peu étrange, hein, parce que quand on emprunte à la banque centrale, les taux d'intérêt sont quasiment nuls, alors que quand on emprunte à une banque privée, les taux d'intérêt sont élevés. Donc il y a un différentiel qui est assez important. Ok. Deuxième chose, depuis 30 ans environ, le budget est en déficit. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il faut emprunter chaque année pour boucler le budget. Qui est énorme cette année, je ne sais pas, en 2015, je crois que c'est 45 milliards. Donc ce n'est pas des petites sommes. C'est pour ça que tous les ans la dette monte. Depuis 2008, on a largement accéléré le rapport dette-PIB. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on atteint bientôt 100% du PIB. Le PIB étant un peu plus de 2000 milliards, donc la dette se rapproche de ça. Puisque le budget est en déficit. Et pourquoi le budget est en déficit chaque année? C'est exprès ou on dépense trop? C'est quoi l'histoire? Ben non, l'histoire c'est que depuis des décennies, eh bien, on baisse les impôts des plus riches, on baisse les impôts des entreprises au nom du trickle-down effect, l'effet de ruissellement. Hein. Les gens riches, c'est pas grave qu'ils soient riches parce que grâce à leur richesse, ils vont investir, ils vont donner du travail et du coup, tout le monde va s'enrichir. Le gâteau, il va gonfler pour tout le monde. On voit que
sur le principe des inégalités, elles croissent aussi. Ce n'est pas le gâteau qui croît, c'est les inégalités qui croissent. Donc ça, c'est du baratin. Et puis en plus, on a laissé fonctionner les paradis fiscaux de mieux en mieux. On sait que dans les paradis fiscaux, on perd environ 60, ça dépend des chiffres, 60-80 milliards d'euros par an en France. Donc, du coup, eh ben, est-ce que c'est légitime tout ça? Est-ce que nous, qui payons ces 45 milliards d'intérêts, est-ce qu'il est légitime qu'avec nos impôts, on paye ces 45 milliards d'intérêts à des gens qui vont cacher leurs bénéfices dans les paradis fiscaux et alors qu'ils ne payent que très peu d'impôts? Total n'a pas payé d'impôts pendant des années. C'est la première entreprise française avec un bénéfice annuel de 10-15 milliards, un chiffre d'affaires de plus de 200 milliards. Voilà. Donc c'est démentiel. Donc la dette, c'est en fait une extraction des ressources financières. C'est une extraction des ressources, de nos ressources, de notre travail. Une partie de notre travail est extraite de nos poches pour payer les détenteurs de capitaux. C'est tout à fait organisé. C'est pas légitime. C'est pas légitime. On est victime de la dette. On n'est pas responsable de la dette. Alors on dit, ah mais vous êtes des cigales, vous avez trop dépensé, maintenant il faut arrêter de dépenser, on va privatiser, on va diminuer les services publics, vous êtes vraiment pas bien, vous avez beaucoup trop dépensé, vous avez vécu comme des rois. Voilà, la société du welfare c'est fini, maintenant on va lisser. Mais non, quand on regarde les chiffres, eh bien les dépenses, le budget de l'État par rapport au PIB, il n'a pas changé. Les dépenses sociales ont été exactement les mêmes, elles sont restées les mêmes, elles ont même plutôt légèrement baissé au cours des décennies passées. Il faut en relation avec le PIB, hein, bien sûr. Si le PIB augmente, évidemment, les dépenses augmentent en fonction. Donc tout ça, c'est mensonger. Voilà, donc l'extractivisme, ça recouvre beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas faire un monologue trop long, moi je pense qu'on pourrait échanger parce que vous devez en savoir aussi pas mal, et puis peut-être que sur des trucs que je n'ai pas exprimés, on peut échanger. Moi je trouve que c'est plus sympa d'échanger. Je pourrais parler longtemps comme ça, mais je trouve que, bon, voilà, je ne suis pas un professeur. Voilà, hier j'étais à Aix-en-Provence devant une centaine de lycéens de terminale, c'était formidable. Voilà. Oui. Alors, soit vous parlez fort, soit vous venez, il y a un micro, il n'y a pas de micro-baladeur, hein, je suis désolé. Non, je pense qu'on est plutôt, quand on est ici, on est plutôt déjà un peu convaincu par votre discours. C'est pour ça que je ne fais pas trop long. Voilà. Moi, ce que je me pose toujours comme question, c'est comment aller dire on ne la paye plus, cette dette. Mais enfin, voilà, quoi, disons-le. Et par exemple, l'Islande, apparemment, ils ont décidé de ne plus la payer. On n'en parle jamais. Bon, voilà, j'aimerais bien que... L'Islande, c'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi l'Islande n'a pas payé sa dette? C'est vraiment la question. Pourquoi nous, on paye une dette, puisqu'on a sauvé les banques, et c'est pour ça que la dette a tellement augmenté. Hein. Pendant la période Sarkozy, donc 2007-2012, 5 ans, 2007-2008, c'est le début de la crise, la crise. La dette, elle est passée de 1200 milliards à 1800. Elle a pris 50%. Sarkozy lui a collé 50%. Enfin, il nous a collé 50%. C'est démentiel pour sauver les banques, pour sauver les marchands de bagnoles, pour sauver, etc. Soi-disant pour sauver nos emplois. Oui, ils sauvent nos emplois, je n'ai pas bien vu. Mais enfin bon. L'Islande, les Islandais, qui ont certainement un niveau de conscience et d'éducation plus élevé que chez nous, ils ont fait des casserolades pendant des jours et des jours pour refuser, en disant qu'ils refusaient de prendre en charge les dettes des banques, Landsave, IceSave, Landbanski, enfin bon, un certain nombre de banques qui étaient tombées en faillite parce qu'elles avaient fait tout n'importe quoi. Et entre autres, il y avait des épargnants anglais et hollandais qui ont perdu 3 milliards, 3 ou 4 milliards. En fait, les gouvernements anglais et hollandais ont payé ces 3 ou 4 milliards à leurs retraités, retraite par capitalisation. Et les Islandais, ils ont fait des casserolades, mais ils étaient 50 000 dans la rue, sur 300 000 habitants, un sixième. Mettez un sixième des Français dans la rue à faire des casserolades des jours et des jours. Vous allez voir que le gouvernement Hollande, il va tomber et qu'on ne va plus payer la dette. Seulement, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas un niveau de conscience suffisamment élevé pour mettre 10 millions. Les gens, quand on a fait les manifestations contre les retraites de Sarkozy,
On était vachement fiers, on avait mis 2 ou 3 millions de personnes dans la rue. Mais c'est que dalle, ça concernait tout le monde. C'est que dalle. Si on avait mis 10 millions de personnes dans la rue, Sarkozy serait tombé, ou en tout cas la réforme des retraites ne se serait pas faite. On a beau avoir un monarque inamovible, je pense que ça lui aurait fait beaucoup de mal. Et c'est ce qui s'est passé en Islande. Ils ont mis leurs banquiers en prison, mais parce que la population s'est pris en main. Elle a compris pourquoi elle a compris et pourquoi nous ne comprenons pas. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Les collectifs audits citoyens, le problème des prêts toxiques des villes, des hôpitaux et tout, c'est un problème énorme, c'est une question énorme, il n'est pas résolu. Le gouvernement fait tout et n'importe quoi pour qu'il ne soit pas résolu. Le gouvernement met des prêts toxiques à la charge des citoyens qui habitent les villes, alors que certaines villes avaient gagné les procès devant les juridictions, et avait condamné les banques, et bien le gouvernement a fait passer une loi que non, on ne va pas condamner, non, c'est pas possible, oui, vous n'avez pas mis le TOTEG, c'est pas légal, mais maintenant, même s'il n'y a pas le TOTEG, c'est légal. Voilà, et donc, il faut se bagarrer, mais dans les collectifs audits citoyens, il n'y a pas grand monde. Mais c'est pire encore, même si on regarde à l'échelle du monde, en fait, tous les pays qu'on a spoliés, on en voit très peu. Bon, en Amérique du Sud, on a peut-être quelques-uns qui est un peu rue dans les brancards, mais... il y a l'Équateur. Voilà, mais c'est tout. Mais, oui. Oui, mais c'est tout. Oui, mais regardez, on est combien ici? Il faudrait, voilà. Regardez le sujet fondamental, on est combien? La salle est même pas pleine. C'est quand même... Et vraiment, la colonisation et le néocolonialisme, il est bâti sur la dette illégitime. C'est clair, c'est très fort. La dette illégitime, c'est plus fort que les armées d'occupation. Jamais on a autant pillé. Alors évidemment, maintenant on n'a même plus besoin de la dette, parce qu'on a installé des régimes ultralibéraux, des bourgeoisies compradors dans tous les pays, qui ne demandent qu'une chose, c'est d'exporter leurs ressources naturelles, parce qu'elles y sont intéressées, elles prennent leur commission au passage et que ça les enrichit, donc elles sont tout à fait favorables. Mais de la même manière ici, je veux dire, pourquoi on va faire un TGV à travers les Alpes? Bon, tout le monde n'en a rien à foutre de traverser les Alpes un peu plus vite qu'un peu plus lentement. C'est parce que c'est 26, 30, 40 milliards d'euros qui vont être pris où? Qui vont être pris chez les contribuables, chez les travailleurs, qui vont aller dans les poches de Vinci, dans les poches de Si. C'est de l'extractivisme, c'est les grands projets inutiles imposés, c'est purement de l'extractivisme financier. C'est rien d'autre. On va remuer des montagnes de terre, on va faire travailler des bulles, ça va être formidable. Mais tout ça pour faire gagner de l'argent. Notre-Dame-des-Landes, c'est exactement ça. Tout le monde est d'accord qu'on n'a absolument pas besoin de ça. Mais on dit que ça va coûter 500 millions. Mais en fait, non, ça va coûter plusieurs milliards. Et c'est Vinci qui va mettre ça dans sa poche. Ce serait Vinci ou d'autres, on s'en fout. C'est les actionnaires. On est dans la République des actionnaires. On n'est pas en démocratie. Qu'est-ce qui se passe en Grèce? Bon, il y a un référendum. Bon, Tsipras, il fait un référendum. Il voulait le perdre, mais il le gagne. Bon, ça fait rien, il obéit, oh, je l'ai gagné, ben non, j'impose le 3e mémorandum, voilà, parce que c'est comme ça, parce que on est aujourd'hui, le TCE, le traité de Lisbonne, c'est l'ordolibéralisme. L'Allemagne n'a accepté de rentrer dans l'Europe que si c'était une Europe du marque, c'est-à-dire l'Europe est aujourd'hui ordolibérale. Ça veut dire quoi, ordolibéral? Ça veut dire que on est dans un système de concurrence libre et non faussée, ce qui est absolument bidon. C'est un truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure. Quand on impose le libre-échange aux pays en développement, on leur fait baisser leurs barrières douanières. Mais qu'est-ce qu'on fait en même temps que d'aller piller, comme ça, de pouvoir exporter sans frais de douane? On leur file, vous le savez peut-être tous, de notre blé subventionné, de nos poulets subventionnés, qui vont détruire leur agriculture, qui vont détruire les éleveurs de poulets, qui vont détruire les paysans qui produisent du mil, parce que le mil il va être 2 fois plus cher que le blé qui arrive. C'est pas normal, alors que ces gens se contentent de très peu de choses pour vivre. Comment est-il possible que le blé français soit moins cher que le mil produit au Sénégal? C'est un délire. Et donc, merde, j'oublie où on était. La Grèce, Oui, la Grèce. Oui, voilà, l'ordolibéralisme. Donc l'ordolibéralisme, c'est la concurrence libre et non faussée. Et ça, c'est la première chose. C'est
3% de déficit du budget maximum et 60% de dette maximum. Et ça, c'est une règle d'or. Donc, Lordon l'explique très bien. En fait, dans la Constitution européenne, sont gravées la politique économique des pays. C'est gravé. Quelle que soit la conjoncture, on doit respecter ces règles ordolibérales. Et c'est ce qu'on impose à la Grèce. Donc, en fait, on lui impose de rembourser une dette qui est parfaitement illégitime, qui est illégale, qui est insoutenable. Insoutenable, ça veut dire qu'elle ne correspond pas à la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans laquelle on ne doit jamais privilégier le remboursement des créanciers sur les droits humains, alimentation, santé, habitation, etc. Eh bien non, c'est une dette insoutenable, comme la dette des pays du Sud était insoutenable et qu'on ne devait pas privilégier le remboursement de la dette. C'est terrible. Et donc, les Grecs qui votent en disant on ne veut pas le troisième mémorandum, Tsipras il leur colle, et puis l'Allemagne qui est un peu le grand patron de l'Europe, elle leur colle. Mais l'Allemagne, on peut en parler, c'est vachement intéressant. L'Allemagne, comment se fait-il qu'elle soit devenue si puissante économiquement? Les Allemands, ils sont vachement plus cadors que nous, vachement plus intelligents. C'est pas ça la raison. Les Allemands, ils sont aussi cons que nous, aussi intelligents, j'en sais rien, on s'en fout. C'est les mêmes. Tous les humains sont les mêmes, de toute façon, c'est tout pareil. Non, ce qu'a fait l'Allemagne, en particulier, parce que dans les années 90, elle n'était pas bien plus flambante que la France, c'était un peu la même. Il y a eu les lois Hartz IV qui ont été votées sous Schröder. C'est des lois extrêmement dures sur un plan social. Et si on n'avait pas de boulot, ben le chômage ça ne durait pas longtemps. Si au bout du chômage il fallait travailler à 1 euro par jour ou je sais pas quoi, ou 1 euro de l'heure, enfin des trucs fait qu'aujourd'hui il y a 7 ou 8 ou 9 millions d'Allemands qui gagnent 400 € par mois. Et elle a surtout empêché que les gains de productivité, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les gains de productivité, mais c'est intéressant, soient répercutés sur les salaires. Alors que ça s'est fait dans les autres pays. C'est-à-dire, les gains de productivité, c'est dans une journée de travail, vous produisez X, mettons, X voitures à un ouvrier qui travaille dans une usine de bagnole, mettons que si on fait toutes les moyennes, ils produisent 3 voitures par jour. Bon, si au bout d'un an ou deux, il en produit 4 parce qu'on a amélioré tout un tas, les techniques, la robotisation et tout, ça s'appelle des gains de productivité. Et donc, ces gains de productivité, normalement, sont répercutés sur les salaires, et les salaires montent avec la productivité, ce qui est logique. Et bien non, pas en Allemagne. Grâce aux lois Hartz IV, les Allemands ont conservé des salaires beaucoup inférieurs aux autres. Donc ils ont fait de la compétition économique, la guerre économique, à l'intérieur de l'Europe. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus très puissants. En plus, ils sont assembleurs, c'est-à-dire qu'ils sont très branchés sur les pays de l'Est, qui font travailler pour pain rond. Vous savez qu'aujourd'hui, le SMIC en Ukraine est à 49 € par mois. Donc on fait travailler tous ces pays-là, on en assemble et on exporte. Et donc ils sont devenus de grands exportateurs, certainement qui travaillent bien, je n'ai pas dit qu'ils travaillent mal. Mais c'est une concurrence complètement faussée. C'est-à-dire, où on fait l'Europe, on fait une monnaie unique, et on essaye de faire un peu les mêmes impôts pour les particuliers, les entreprises et un peu les mêmes salaires, ou on fait de la concurrence à l'intérieur de l'Europe. C'est un délire. Et c'est toujours le principe, pays du centre, pays de la périphérie. Donc les pays du centre, par exemple, c'est l'Europe par rapport aux pays africains ou aux pays d'Amérique du Sud, et c'est toujours un échange inégal. Il est toujours favorable aux pays du centre. Et là, en Europe, il y a les pays du Sud qui sont un peu les pays de la périphérie, et les pays du centre qui sont les pays du Nord, un peu plus industrialisés, un peu plus forts économiquement, un peu plus au point économiquement, ils vont affaiblir les pays du Sud. C'est toujours comme ça. Et aujourd'hui, l'Allemagne impose à la Grèce quelque chose qui est insoutenable. Il y a un tiers des gens qui ne peuvent plus se soigner au nom d'une dette qui est légitime, mais c'est bidon complètement, parce que tous les prêts qu'on a fait à la Grèce, ils ont été en fait par des mécanismes à travers le mécanisme européen de stabilité et le FESF auparavant, ils ont permis de rembourser les banques françaises et allemandes qui avaient énormément prêté aux Grecs pour se faire beaucoup de fric parce qu'elles prêtaient à des taux très élevés. Mais évidemment, elles ne risquaient pas d'être remboursées avec la Grèce qui avait une dette qui augmentait de 120, aujourd'hui elle atteint 185, elle se dirige vers 200%. Alors que ça fait, depuis le premier mémorandum qui date de 2011, ça fait donc déjà 5 ans qu'il y a des mémorandums pour que la Grèce puisse
ait les moyens de rembourser sa dette, et sa dette fait qu'augmenter. On voit bien que c'est du baratin, et quand il y a un référendum, eh ben, c'est Juncker qui a dit non, non, les traités sont bien plus forts que les référendums, etc. Donc on n'est pas en démocratie, on est sorti de la démocratie. Alors, ma question est assez spécifique. Vous voulez le micro? Oui, d'accord, c'est bien. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on connaît l'analyse, on sait ce qui doit être pensé ou pas par rapport à la dette dans les pays développés, mais pour ce qui est des pays qui sont, ou que l'on appelle en voie de développement ou sous-développés, donc c'est des pays dans lesquels l'économie n'est pas encore florissante, quelles sont les solutions d'émancipation concrètes? Parce qu'encore on arrive à penser dans les pays développés, on peut penser à un retour à un souverainisme, on peut penser à une régulation du marché, mais dans les pays qui n'ont pas la richesse pour se prendre en main eux-mêmes quelque part, comment s'émanciper? Le problème est double. D'abord, grâce à tous les traités de libre-échange qu'on leur fait signer, on les cadenasse dans ce système de libre-échange inégal. Ensuite, c'est un problème de démocratie. On voit que la démocratie en Afrique a beaucoup de mal à exister. Pour ce qui est de l'Afrique, elle a beaucoup de mal à exister, puisque justement c'était le but. En Amérique du Sud aussi, ça a été longtemps le cas, sauf que l'Amérique du Sud s'est décolonisée depuis près de 2 siècles, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique. La décolonisation africaine est beaucoup plus récente. Et donc on a créé ces bourgeoisies compradors et ces gens qui ne sont pas dans la démocratie volontairement, c'était le but. Donc le retour en démocratie, vous savez bien que c'est compliqué. Et quand on dit pays en développement, c'est vraiment dégueulasse de dire ça, puisqu'on les pille, ils ne risquent pas de se développer. Et qu'est-ce que c'est que le développement? Le développement, c'est chaque progrès technique de le mettre en application et d'extraire toujours plus et de réchauffer toujours plus la planète et de piller toujours plus les autres. Et comment eux vont se développer? Si nous on s'est développé sur leur dos, il faudrait qu'ils se développent sur notre dos. Tout ça c'est un non-sens. Est-ce qu'une forêt ça se développe d'abord? Une forêt ça ne se développe pas, ça se renouvelle. Est-ce que les tribus amazoniennes se développaient? Non, elles vivaient, elles travaillaient 2 heures ou 3 heures par jour et c'est tout, elles vivaient. Bon, je sais qu'on est plus nombreux, mais non, le développement c'est une aberration. Alors en Amérique du Sud, il y a des gens comme Rafael Correa en Équateur ou Evo Morales qui ont vraiment voulu qui ont réussi à être élus avec comme programme le bien-être de leur population et non pas le bien-avoir des multinationales. Et donc c'est vrai que Rafael Correa a fait un audit citoyen public de la dette et il a réussi à économiser 7 milliards, grosso modo 7 milliards d'euros ou de dollars, et qu'il a investi dans le social, etc. Donc il a fait vraiment des choses vachement bien. Mais petit à petit, il est rentré, ou il est resté un pays extractiviste, c'est-à-dire un pays qui pille son propre, un pays qui se pille lui-même pour alimenter les multinationales, pour alimenter les pays occidentaux qui ont les moyens, pour alimenter la Chine qui est l'atelier du monde, ou qui était, ou qui est encore, je ne sais pas. Et ils sont restés complètement inscrits dans ce système capitalisme. Et aujourd'hui, que ce soit Rafael Correa ou Evo Morales, ils sont en bagarre très sévère avec les Indiens qui occupent les espaces. Le projet Yasuni de l'Équateur, c'est un projet, pour moi, qui est mensonger. C'est-à-dire, le projet Yasuni, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était « Je n'extrais pas le pétrole de l'Équateur ». Yasuni, c'est un parc. Dans 1 hectare du parc Yasuni, il y a autant de biodiversité que dans toute l'Europe. Donc je n'extrais pas le pétrole qui est sous mes pieds, mais en échange, les nations internationales, puisque je ne réchaufferai pas la planète, vont me donner de l'argent pour quand même que je m'en sorte. Pas tout l'argent, mais mettons la moitié de l'argent, quelques milliards. Et puis au bout de 3 ans, il avait eu quelques milliers, ou quelques centaines de milliers de dollars. Donc il a dit, je vais extraire. Donc je vais massacrer... je vais faire ça proprement, je vais massacrer proprement la forêt amazonienne de l'Équateur. Voilà. Et donc on est dans un système, je ne sais pas, on est coincé dans le système capitaliste marchand qui recouvre tout, et que même des gens bien comme Correa et Evo Morales, ils restent dans ce système extractivisme qui réchauffe la planète, qui détruit l'environnement, qui détruit les peuples premiers, etc. Donc la solution, c'est une prise de conscience. Ici, nous, putain, c'est nous, on arrête de consommer, on diminue notre consommation. La consommation, c'est le but ultime. Le système, il marche extractivisme, transformisme, productivisme, si vous voulez, consumérisme, profit, déchets, pollution.
Donc on est des éléments de ce système de pillage. Nous, ici, tous les gens qui avons des smartphones comme moi, comme un cochon, oui, bien sûr, on abîme tout. Il faut réduire notre système de consommation. Je n'ai pas parlé d'un extractivisme, mais colossal, c'est l'agriculture productiviste. C'est le plus grand extractivisme, c'est peut-être pas le plus dangereux, mais qui fait le plus de morts, mais potentiellement, peut-être pas aussi dangereux que le nucléaire, mais qui fait beaucoup de morts. Le productivisme agricole, c'est une aberration absolue. 90% des forêts qui disparaissent, c'est sous le coup du productivisme agricole. Et ce productivisme agricole n'a de raison d'être que pour produire de la viande. 80% des terres utilisées par l'homme sont dédiées à la viande, que ce soit sous forme de pâturage, de parcours ou de fourrage, de grains, tout ce que vous voulez. Elles sont dédiées à la viande. Déjà, diminuer notre viande, ne manger que de la viande produite localement, sans intrants extérieurs, sans soja OGM produit en Amazonie, en Argentine, sur les forêts, etc. Mais ça change tout, ça change tout. Donc on a une responsabilité. Je ne dis pas qu'on est coupable, on a été instrumentalisé. Le système gagne énormément d'argent dans l'agriculture. Mais ce n'est pas les paysans qui gagnent de l'argent, eux, c'est des extracteurs extractés. Hein, on voit bien dans la merde dans laquelle ils sont, là, les éleveurs, ils n'arrivent même plus à vendre leur lait, ils n'arrivent même plus, les éleveurs de porc, ils s'en sortent pas. Parce que, en fait, eux, ils sont des producteurs de matières premières, de tout un système qui, en amont, que ce soit les banques, les marchands de machines, les marchands d'OGM, de pesticides, de semences brevetées, etc., et en aval, les transformateurs, les grands décideurs de ce système-là, les supermarchés, et puis nous, et puis la publicité, la télé, tout ça. À la télé, 75% des pubs, c'est pour de la bouffe de merde, hein. Faut le dire. Et donc, on a une part de responsabilité très importante. Je ne dis pas qu'on doit culpabiliser, mais oui. Vous avez parlé de la loi qui interdit désormais à l'État d'emprunter auprès de la Banque de France. Et quand on le sait, effectivement, on se dit qu'il suffirait d'un trait de plume d'abolir cette loi pour que mécaniquement on récupère chaque année 30-40 milliards, etc. Quels sont les verrous qui empêchent que ce système soit inversé? Est-ce que c'est au niveau européen que ça deviendrait impossible? Est-ce que je veux dire, si demain un parti politique arrivait au pouvoir et disait on abolit cette loi, est-ce qu'il serait en contradiction avec le droit européen? Quels sont les verrous qui empêchent de revenir en arrière? Ah oui, vous avez fait la réponse. Je veux dire, qu'est-ce qu'on voit avec la Grèce? C'est exemplaire ce qui se passe en Grèce. Tsipras, il a pris le pouvoir en disant non, l'austérité c'est fini, je vais faire changer les traités, je vais aménager les traités pour que l'austérité se termine en Grèce. C'est pire. Donc ça n'a pas marché, parce que ce soit le ministre des Finances allemand, là, comment il s'appelle, j'oublie son nom, on s'en fout, qui est vraiment un terrible, ou que ce soit Juncker, ou que ce soit Dijsselbloem, là, le ministre hollandais qui est un peu le président de tous les ministres des Finances, il n'est pas question de toucher aux traités, parce que les traités européens, c'est le traité des banques, des créanciers, des détenteurs de capitaux, et que ça leur rapporte tellement ce système-là, que tant qu'on ne descendra pas dans la rue pour leur foutre sur la gueule, non pas avec des armes, mais leur dire que le peuple ne veut plus de ça, ils vont maintenir, c'est ce qu'ils font. Ils maintiennent, ils font crever de faim les Grecs, parce que c'est un exemple, pour pas que les Espagnols et les Portugais, ils aient la même idée, parce qu'ils ont la même idée. Les Espagnols et les Portugais, ils disent, on va changer ce traité, c'est pas possible cette histoire-là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? En fait, si on voulait annuler cette loi, ça serait interdit du point de vue du droit européen. Mais bien sûr, le traité européen, c'est le traité ordolibéral, c'est ce que je vous ai dit. C'est un traité qui est fait sur mesure pour les détenteurs de capitaux, et c'est pour ça qu'ils sont si riches. Et derrière ça, il y a le TAFTA qui arrive, etc. Vous avez vu ce qui s'est passé là? Il y a un petit amendement qui a été essayé d'être mis par le gouvernement dans une loi là. C'était en fait la loi, c'était une loi environnementale qui disait pollueur-payeur. Un pollueur-payeur, c'est énorme. Hein. Je vous dis tout de suite, il n'y a plus de pesticides, pollueur-payeur. Hein. Si on demande à Bayer et à Monsanto de payer pour tous les dégâts des eaux, tous les malades et tous les cancers et tout, c'est demain matin, il n'y a plus de pesticides. Donc, hop, un petit avancement, pollueur-payeur, non.
puis le pollueur a respecté les règlements, dit les règlements d'administration, non, il ne peut pas être responsable. Donc l'État, il avait respecté les règlements, donc il a pollué toutes les côtes bretonnes, non, Total n'était pas responsable. Et donc cet amendement, ils l'ont quand même enlevé. Mais pourquoi il y avait cet amendement? Parce qu'il prépare le TAFTA. Le TAFTA, c'est quoi? Le TAFTA, eh ben, c'est donner d'une certaine manière le pouvoir aux multinationales d'écrire les règlements avec les gouvernements. Et si les gouvernements écrivent des règlements qui ne plaisent pas aux multinationales, il y a l'ISDS. Et d'ailleurs, on va devant un arbitre privé, 3 arbitres privés, qui sont désignés par les partis, le gouvernement et les multinationales, à 90%. Les multinationales gagnent. On a des exemples. Il y a l'exemple de TransCanada aux États-Unis. TransCanada, c'est le fameux oléoduc qui devait traverser tous les États-Unis pour aller de l'Alberta, donc les pétroles bitumineux, jusqu'au Nouveau-Mexique. Et donc, Obama, sous le coup des manifestations, etc., de tous les gens qui se sont opposés à cette horreur, parce que le pétrole de schiste, c'est une horreur. Hein. Bon, je vais vous expliquer le TRE, le TRE, le retour énergétique sur investissement, c'est extraordinaire. Et donc, TransCanada demande, tout simplement, au nom de l'ALENA. L'ALENA, c'est quoi? C'est le grand marché entre le libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Eh bien, il demande 15 milliards au gouvernement américain parce qu'Obama a dit non, on ne fait pas le duc Keystone, je ne sais plus quoi le nom. Il demande 15 milliards. Voilà, au nom justement de ce traité de libre-échange. Donc nous, on doit se battre contre ces trucs-là. Bon, si vous permettez, je vous propose de vous dire un petit élément qui est quand même assez intéressant sur l'extractivisme et tout ça. C'est enfin 2 choses qui sont évoquées en particulier par Philippe Biwix dans 2 livres qui s'appellent La fin des métaux et L'âge des low-tech. Et donc le retour énergétique sur l'énergie investie, c'est combien d'énergie on obtient avec un baril de pétrole. On investit un baril de pétrole, combien de barils de pétrole ou équivalent pétrole on obtient. Donc au Texas, en 1900, 100. Hein, on filait un coup de pioche, ça giclait, on mettait un petit derrick, rien du tout, et pof, on avait 100 barils pour un baril investi. Aujourd'hui, dans les schistes bitumineux, par exemple de l'Alberta, eh bien, il faut investir un baril pour en avoir que 2,5. Dans le solaire, c'est à peu près pareil, 2,5. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Et alors Philippe Biwix dit, aujourd'hui, les métaux sont de moins en moins denses dans les minerais qu'on extrait, de moins en moins denses, donc il faut de plus en plus d'énergie. Si on veut avoir un gramme d'or à Cajamarca, au Pérou, il faut broyer 1 tonne de roche. Et puis arroser tout le tas de roches broyées avec du cyanure, etc. Et là, on obtient 1 gramme par tonne de roche broyée. Donc il faut beaucoup d'énergie, etc. Et inversement, les pétroles non conventionnels, parce que les pétroles conventionnels, c'est encore 80%, mais la plupart des puits ont dépassé leur pic, hein, ils sont sur un plateau ondulant ou en baisse. Donc les pétroles non conventionnels, difficiles à trouver, que ce soit les schistes bitumineux, que ce soit les pétroles en eau profonde, au Brésil, large du Brésil, il faut descendre 3 km sous le sel, dans la mer, etc., ou au pôle Nord, etc. Il faut beaucoup de métaux. Hein, il faut beaucoup de métaux. Donc on est dans un système qui se coince petit à petit, c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de métaux pour extraire des énergies et de plus en plus d'énergie pour extraire les métaux de moins en moins concentrés et l'énergie de plus en plus difficile. Voilà, donc on est dans un système qui se coince et Mathieu Ozano qui a un blog qui s'appelle Oilman sur le journal Le Monde, qui est vraiment un mec très intéressant, et il explique qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a encore les moyens financiers de payer pour ces énergies de plus en plus difficiles à aller chercher. Voilà, il lui explique l'écroulement, ça, bien sûr qu'il y a une suroffre, mais au-delà de la suroffre, il dit, est-ce qu'on a les moyens d'aller chercher ces pétroles? Et le pétrole conventionnel est en régression,
il faudrait, et lui il dit, il n'y a pas que lui qui le dit, il faudrait 4 Arabie Saoudite pour continuer à fonctionner avec autant de pétrole qu'on fonctionne actuellement. Découvrir 4 Arabies Saoudites dans les 10-20 ans qui viennent, ce qui est tout à fait impossible. Donc voilà, l'extractivisme est au plus haut, mais en fait il est au bord de la rupture pour plein de raisons. Et donc on peut dire que le capitalisme, qui a fait toute sa fortune sur l'accumulation de biens matériels et donc sur le pillage de biens matériels, se retrouve dans une grande difficulté pour continuer et donc se raidit. Et pour moi, l'état d'urgence ou tous ces traités de libre-échange, c'est un raidissement du capitalisme qui veut continuer à piller. Donc comment les pays en développement, comment faire que les pays en développement sortent de la difficulté que les populations atteignent une vie digne, qui est pas encore 2,5 milliards de gens qui n'ont pas suffisamment à manger pour se nourrir, qui ne mangent pas suffisamment pour travailler, hein, voilà, comment faire? Voilà. Donc ce sont des vraies questions, et ces questions, c'est la question des inégalités. Nous, on profite des inégalités largement parce qu'on a une vie luxueuse par rapport à des gens qui gagnent $1 par jour quand ils trouvent du boulot. Hein, ici, un travail, ça coûte, je ne sais pas, moi c'est 10 € de l'heure pour un SMIC, donc ça fait 80 €, plus c'est le double avec les charges sociales, donc c'est 160 €. Donc on est 1 à 160. Hein, on est quand même dans un système inégalitaire terrible. Donc comment faire? Il faut prendre conscience de notre responsabilité, se bagarrer pour que... Et pour moi, la décroissance dont tout le monde a peur, c'est d'abord la décroissance des inégalités. C'est le combat de la décroissance, c'est la décroissance des inégalités. Et évidemment, avec cette décroissance des inégalités, c'est une décroissance matérielle de nous pour qu'on arrête de réchauffer la planète. On doit laisser 80% des ressources fossiles dans le sol si on ne veut pas dépasser 1,5 degré. C'est indispensable de diminuer notre supermobilité, nos bagnoles qui pèsent 1,5 tonnes pour transporter 75 kg de barbac. C'est pas possible. Il y a des tas de choses où les maisons passoires ou plein de trucs. On est où manger de la viande. Manger de la viande, c'est d'après l'association Grain, 50% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'agriculture productiviste et la transformation et la distribution, les supermarchés. 50% des gaz à effet de serre. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, puis c'est à vous de parler un peu. Oui. Alors, je suis d'accord avec beaucoup de choses qui sont dites. Moi, il y a quand même des notions que j'aimerais qu'on remette en cause un peu. C'est pays en développement, pays, etc. C'est-à-dire que, bon, si à la fois je suis d'accord complètement sur le constat d'un déséquilibre entre ce qu'on pourrait appeler en gros les pays du Nord et les pays du Sud, moi ce qui m'importe le plus, c'est les déséquilibres à l'intérieur des pays. C'est-à-dire que les pays africains ne sont pas des pays où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de minerais. Enfin, bon, de toute façon, je suis effectivement contre la notion de croissance telle qu'elle nous est assénée depuis des dizaines d'années. C'est la croissance des inégalités, la croissance du mal-être, la croissance de la faim dans une partie du monde. Mais moi, ce que j'aimerais beaucoup, parce qu'effectivement, on ne doit pas se sentir coupable en tant qu'Européen, ou je ne sais quoi, et responsable en partie, mais ce qui est important de montrer, je pense, c'est qu'à l'intérieur des pays, il y a des forces contradictoires qui font que dans les pays qu'on dit en développement, et j'aime pas du tout ce terme-là, parce que quel développement? Aujourd'hui, on est dans un système complètement fermé, qui va non pas à sa perte lui-même, qui va à la perte de milliers, de millions de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui ne mangent pas leur faim. On voit des inégalités croissantes à l'intérieur des pays européens et des attaques en règle contre la dignité du travail, contre le salaire et contre les chômeurs. Donc c'est ça qu'il faut, moi je trouve, qu'il faut vraiment mettre en avant. C'est-à-dire, non pas, effectivement, c'est de culpabiliser. Moi je ne me sens pas responsable d'un gouvernement que je n'ai pas élu et qui de toute façon ne me renvoie pas démocratiquement ce que j'attends. Et je comprends tout à fait les politiques qui sont faites de manière générale, qui sont mortifères pour l'humanité. Hein. Donc
remettre en cause la notion de développement. Quel développement? La notion de décroissance, je n'ai pas encore assez réfléchi dessus pour vous en dire ce que j'en pense. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des inégalités énormes dans les pays parce qu'il y a des rapports de force sociaux qui ne sont pas du tout en faveur de l'être humain. Donc voilà, c'est effectivement, après vous apportez tout un tas d'éléments qui sont très importants pour comprendre concrètement comment les choses se font, mais moi j'aimerais qu'on sorte un peu des concepts et des notions que les journalistes veulent bien nous asséner tous les jours, et eux qui sont confortablement assis avec des salaires, ne supportent plus ça, et qui nous parlent qu'il faut encore baisser les salaires, que les chômeurs sont trop payés, etc. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force sociale, de lutte de classe, c'est évident, il faut le redire, et puis voilà, on en est là, toujours là, et en même temps que le système est de plus en plus écologiquement mais destructeur, quand on voit qu'on va peut-être prolonger les centrales nucléaires de 10 ans alors qu'on devait tout changer les réacteurs en 2015, que ça va coûter 50 milliards d'euros, mais qui va le payer? Qui va le payer? De toute façon, ce sera nous, mais c'est surtout qu'on a un accident majeur qui va arriver en Europe et en France en particulier, et ça c'est un truc qui me rend malade. Et mais voilà, donc on est dans des gouvernements qui sont dans cette logique, qui sont des copains de grandes multinationales, il ne faut pas se faire d'illusions, et on est dans un déficit, le mot est gentil, de démocratie qui est grave, mais je suis quand même assez confiante parce que, je ne sais pas si vous avez été voir Merci Patron, mais c'est un film extraordinaire, jubilatoire, qui m'a enfin redonné un peu d'espoir. Mais je veux dire, on est aussi dans un mouvement de la société, voilà, contraire, et heureusement. Et je crois qu'on commence à le sentir juste un tout petit peu. Mais voilà, je peux vous dire. Oui, moi je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une période charnière où il y a un monde qui meurt et un qui est en train de naître. Voilà, il faut travailler pour qu'ils naissent dans de bonnes conditions, soyons les sages-femmes de ce monde qui naît. Qui veut causer un petit peu dans le poste? Les multinationales, elles ne gouverneront plus alors sur ce monde qui naît. Comment? Les multinationales ne feront plus la loi sur ce nouveau monde. Elles ne feront plus la loi si on les empêche de faire la loi. Comment? L'utopie est bonne, mais je pense qu'il faut parler raisonnablement quand même. Mais excusez-moi, chacun sa raison. Non, mais les transnationales ne vivent que sur l'extractivisme. On arrive au bout de l'extractivisme. Il y a un problème qui se pose. Pour moi, que ce soit la loi El Khomri ou que ce soit l'état d'urgence, c'est un raidissement du capitalisme parce qu'il est dans des difficultés qui sont... Oui, on est dans une période de rupture. Mais écoutez, chacun son opinion. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Juste pour répondre, Evo Morales avait inversé le rapport avec les multinationales. À l'origine, les multinationales gagnaient 80% par exemple, et l'État ne conservait que 20%. Il avait réussi par une volonté politique et un mouvement social qu'il avait élu à inverser. Donc tout dépend de la volonté politique qu'il y aurait. Oui, moi je vous remercie beaucoup, c'est tout à fait juste. Même si aujourd'hui Evo Morales ou Rafael Correa, c'est pas aussi bien qu'on l'espérait, il reste coincé dans un système global de croissance et de destructivisme, hein, parce que extractivisme et destructivisme vont ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui veut causer un petit peu encore là? On va pas arrêter comme ça. Juste la question, faut-il un retour au souverainisme des États? Est-ce qu'il faut supprimer les XML et les firmes nationales et revenir à la structure étatique plus forte? Est-ce qu'il faut supprimer les firmes multinationales et en venir à un contrôle des firmes? Je ne sais pas, ce sont les actionnaires des firmes transnationales qui sont au pouvoir. Certainement que si par exemple, ce sont les banquiers qui sont au pouvoir. Vous savez le principe des banques universelles, vous avez bien compris, les too big to fail, hein, les banques trop grosses pour tomber. C'est pour ça qu'on les a sauvées, les banques, parce qu'elles se sont devenues des banques de dépôt et des banques de spéculation, dites d'investissement, enfin des banques de spéculation. Et on a laissé ces banques devenir surpuissantes, et c'est elles qui dirigent en grande partie notre quotidien et la planète. Donc il faut se bagarrer contre ça. Il faut réussir à remettre les banques
à leur place. Et aujourd'hui, on voit bien qu'en Grèce, et Lordon le dit, pour remettre les banques à leur place, il faut les socialiser, les mettre sous contrôle citoyen. Il n'y a pas d'autre solution. Et les plans B qui n'ont pas été faits, c'était de mettre un moratoire sur la dette, de nationaliser, de socialiser le système bancaire, tant qu'on ne fera pas ça. Mais pour faire ça, il faut que le peuple bouge, il faut qu'il comprenne. Le peuple a bougé en Grèce, il avait compris une grande partie des choses, il s'est fait d'une certaine manière complètement doubler par Tsipras. Tsipras n'a jamais eu l'intention de renverser la table. Frédéric Lordon le dit très bien, il faut renverser la table. On ne change pas, on ne fait pas évoluer la politique, la constitution européenne. Il faut renverser la table. C'est très clair. Et je veux dire, même Varoufakis continue à vouloir faire croire qu'avec son nouveau parti Diem, qui va faire changer qui va faire changer l'Europe, ce n'est pas vrai. Si la Grèce, si Tsipras avait eu un programme qui n'était pas le programme de Thessalonique écrit par Dragazakis, mais un vrai programme qui consistait à dire on ne paye pas la dette, maintenant on crée une monnaie alternative, ça peut être une monnaie électronique, et on nationalise le système bancaire, ils auraient peut-être plongé un bon coup, mais aujourd'hui, ils seraient sans doute mieux qu'ils ne sont. Et vers quoi ils vont? Parce que là, c'est l'horreur ce qu'ils vivent en Grèce. Mais ça, cette notion-là n'est pas inscrite dans la tête des citoyens, qu'ils soient grecs. Peut-être de plus en plus, maintenant, les Grecs commencent à comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'ils ont voulu tenir à l'Europe, parce que c'est vrai que quand ils sont rentrés dans l'Europe, c'était bon pour eux, ça leur a offert un développement matériel qui n'aurait pas pu avoir autrement, mais aujourd'hui ils le payent extrêmement cher et ils ont voulu rentrer dans une Europe qui n'est pas l'Europe des peuples, qui est l'Europe de la finance, et on le voit très bien, ils le payent très 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 cher. C'est sûr que si l'Italie qui est dans un état très 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 difficile se mettait à refuser l'Europe réellement, ça changerait les choses, parce que voilà, donc, il y a une question populaire. Un gouvernement ne prend pas de décision s'il n'est pas soutenu par le peuple. Tsipras a été soutenu par le peuple, mais peut-être pas assez, je ne sais pas quoi dire. J'ai jamais rien lu sur le souverainisme, mais moi je veux dire mon opinion, mon sentiment. C'est pas en bloquant les frontières et en les refermant plus et que soi-disant on aurait un État qui agirait dans le sens de l'intérêt général. Ce qu'on constate dans l'histoire, c'est que les États sont des États qui représentent certaines classes sociales, pas nécessairement l'intérêt général. C'est-à-dire, comment dire, c'est pour ça que je n'aime pas les notions qu'on remet toujours, avec lesquelles on rebat les oreilles. Même les notions générales de l'Italie, la France et tout. Non, à l'intérieur de l'Italie, il y a des forces contradictoires, à l'intérieur de la France, il y a des forces contradictoires. Et c'est évident que lutter contre les multinationales, c'est dantesque, gigantesque, parce qu'eux, ils sont effectivement transnationaux, internationaux. Bon, alors il y avait au XIXe siècle une force qui s'est levée, qui s'appelait le prolétariat, et qui a fait des choses extraordinaires, et qui a été massacrée aux Première Guerre mondiale, une suite de massacres et une suite de reculs. Mais c'est sûrement pas sur l'histoire d'une nation qui se replierait sur elle-même qu'on trouvera la solution. Parce que l'État tel qu'on le voit nous aujourd'hui en France, moi je ne peux pas dire qu'il agit dans le sens de l'intérêt général. C'est évident qu'il n'agit pas dans le sens ni de l'intérêt général ni de l'intérêt de l'humanité, qui est de pouvoir continuer à vivre sur cette planète et que nos enfants, nos petits-enfants puissent continuer à vivre, qu'on puisse avoir accès à l'eau potable, qui est quand même le minimum. Aujourd'hui, on a beau avoir des smartphones, les plus dernières technologies, quand on sait qu'il y a encore des égouts dans plein de villes et que c'est ça qui fait des épidémies et tout ça, on n'est pas dans le progrès social, on est dans tout le contraire. Donc c'est pas en se refermant sur les frontières. Par contre, quelle force va pouvoir... Moi, la notion de peuple, en général, me fait un petit peu peur, parce que dans le peuple, il peut tout y avoir. Hein, et c'est beaucoup plus complexe que ça, malheureusement, et encore, c'est d'autant plus aujourd'hui que les notions de socialisme, de communisme sont complètement été explosées dans l'horreur de ce qu'on connaît.
vous avez abordé la notion de souverainisme. Souverainisme, c'est l'inverse du libre-échange. Il est clair que le libre-échange, aujourd'hui, il est construit pour le bien des multinationales et de leurs actionnaires. Et il y a entre le souverainisme et le libre-échange beaucoup d'autres choses qui sont possibles. Hein. On peut recréer une forme de protection écologique et sociale sans s'enfermer dans des frontières. C'est très évident qu'il y a beaucoup d'autres solutions. Le libre-échange, c'est quelque chose qui permet aux plus forts d'être encore plus forts et d'écraser les autres. Ce libre-échange-là, on n'en veut plus, on est bien d'accord. Mais revenir au souverainisme, c'est autre chose. Justement, ça fait le lien avec ce que vous venez de dire. Comment faire pour créer les conditions que la décroissance devienne une politique de progrès? Parce que c'est vrai que le mot décroissance, entre guillemets, bon, c'est pas très... c'est pas très... Voilà, enfin, j'ai utilisé une notion peut-être un peu vulgose, mais c'est pas très bandant de la notion de décroissance. Donc comment faire pour créer les conditions que les gens puissent y adhérer, voilà, enfin, surtout dans les sociétés occidentales? Ça passe par une décolonisation de notre imaginaire. Est-ce que l'accumulation de biens matériels nous rend heureux? Est-ce qu'une société, une vie plus simple, une volonté de simplicité et d'égalité sociale ne nous rendrait pas plus heureux? Moi, je pense que si. Aujourd'hui, les gens sont stressés, on les oblige à travailler 40 heures par semaine, les autres, ils sont au chômage, tout le monde stresse. Pour faire quoi? Pour produire des biens de consommation qui vont soi-disant nous rendre heureux, et ces biens de consommation, ils vont piller la planète, la réchauffer et tout. Donc on doit sortir de ce système qui est fermé, qui est bloqué, on devrait travailler 15 heures par semaine, ça suffit largement, et s'occuper de son logement, s'occuper de participer à faire pousser des légumes, de se cultiver, d'avoir un esprit critique. Aujourd'hui, comment une famille qui travaille 40 heures par semaine, qui fait 2 heures de déplacement, elle a le temps de comprendre ce qui se passe, d'avoir ce minimum d'esprit critique? C'est impossible. C'est pour ça qu'on maintient ces horaires abominables. C'est pour que les gens n'aient pas le temps de penser. On les stresse pour qu'ils n'aient pas le temps de penser. C'est essentiel. Il ne faut pas que les gens pensent. Il ne faut pas qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce que s'ils comprennent, ils arrêtent tout de suite. S'ils comprennent ce que c'est que la dette illégitime et tout ça, ils arrêtent. Et la décroissance, de toute façon, elle s'imposera par le fait qu'on arrive au bout de ce délire de réchauffement climatique, de pillage des ressources, et même les ressources renouvelables sont pillées. Je veux dire, les eaux sont polluées, elles n'arrivent plus, les forêts vont être rasées, elles ne serviront plus de filtres et d'éponges, etc. On est au bout de l'extractivisme, et la décroissance s'imposera si on ne rentre pas nous-mêmes en décroissance. Parce qu'on n'a réussi pas à décoloniser notre imaginaire de croire que le progrès c'est un nouveau smartphone, une nouvelle bagnole. La bagnole électrique autonome, c'est un délire complet, c'est impossible. Il n'y a pas assez de lithium pour faire les batteries, il n'y a pas assez de tous les matériaux. Dans une bagnole électrique, il y a tous les métaux que j'ai lus au début, des métaux qui font partie des terres rares et tout. C'est impossible, c'est un délire de la Silicon Valley pour faire du fric, mais ça n'a aucun sens. Comme dit Philippe Biwix, la bagnole low-tech la mieux qu'on connaisse, c'est le vélo. C'est la seule, parce que sinon, tous ces alliages de métaux, on ne peut pas les recycler. Hein, l'économie circulaire, c'est bidon, la croissance verte, c'est bidon, tout ça, c'est bidon. On arrive à un point de rupture, de transformation. Cette transformation, elle a lieu, elle est en cours. On ne la voit pas, on n'en a pas conscience, c'est parce qu'on n'a pas adapté notre cerveau à cette transformation, mais elle est là. Elle est en cours et de fait, elle est en cours. Il faut laisser 80% des ressources fossiles dans le sol. Toute cette économie, tout ce capitalisme est bâti sur le pétrole. Et si aujourd'hui il n'y a plus de croissance, c'est peut-être parce qu'on n'est plus assez riche pour aller chercher le pétrole là où il est. Et c'est vraiment des questions intéressantes. Je ne dis pas que c'est des solutions. La solution, elle viendra de notre prise de conscience, de notre compréhension, de notre décolonisation de notre imaginaire. La touche, qui est juste à côté, il en parle bien. Voilà, je n'ai pas de solution. La solution, elle est en nous tous. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'à vous. Hein. Oui. En fait... la même question revient. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Les Français, il y a quelques années, ont dit non à Maastricht. Et les gouvernants sont passés par... Au TCE en 2005. Et eux, ils sont passés par autre chose. Alors, la prise de conscience, elle était là. Oui, elle était là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle n'est pas suffisante, elle n'a pas été suffisante, puisqu'on a accepté que Sarkozy nous le remette par la... Non, mais le référendum a eu lieu. Il y a eu un référendum. Le peuple a dit non. Oui, je sais, je suis d'accord. Ils sont passés par une autre porte. Ils sont passés par une autre porte. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Eh bien, parce qu'on n'est pas 10 millions dans la rue. Ouais, il faut être 10 millions dans la rue. On n'est pas 10 millions dans la rue. Non, mais... Allez. Pour répondre à monsieur et aussi par rapport à la question du souverainisme, le problème aujourd'hui c'est que, comme vous l'avez très bien expliqué, on est quand même coincé dans l'Europe et on peut être 10 millions dans la rue aujourd'hui ou mercredi, j'espère qu'on le sera. Malgré tout, on est quand même empêché par l'Europe et on pourra faire ce qu'on veut, ils nous diront non, c'est pas possible. Et donc il faut que les peuples européens réussissent à se fédérer ensemble et ça c'est quand même un défi qui est assez important, je pense, et je pense pas un petit défi. Alors, pour répondre aussi sur la question du souverainisme du coup, le souverainisme, ce n'est pas forcément la fermeture des frontières aux hommes, puisqu'aujourd'hui on est dans des États qui ne sont pas souverainistes et pourtant on ferme la frontière aux hommes. Par contre, on peut très bien passer les marchandises et tout le reste. Alors on peut imaginer peut-être le contraire, c'est-à-dire une migration plus facile pour les hommes, par contre remettre des barrières douanières, etc. Et ça c'est un souverainisme qui serait, je pense, peut-être plus favorable aux travailleurs. Et puis, oui, si vous voulez, c'est une question de mots, mais par ailleurs l'État, c'est, en tout cas, je sais pas, à l'échelle de la France, c'est aussi une échelle dans laquelle je pense que la démocratie est plus facile à amener que dans une échelle comme celle de l'Europe, puisqu'encore une fois, fédérer tous les peuples européens aujourd'hui, ça me paraît un petit peu compliqué. Donc, sur la question du souverainisme, peut-être que l'échelle de la France, c'est quand même une échelle dans laquelle on pourrait plus facilement faire amener une démocratie un peu plus réelle et puis un peu plus favorable aux travailleurs. Moi, je pense que s'il y avait 10 millions de Français dans la rue, il y a d'autres peuples européens qui bougeraient. Hein, la Grèce, ils étaient relativement nombreux. Mais la Grèce, tout le monde, je veux dire, les médias ont tellement menti en disant qu'ils étaient feignants, qu'ils étaient corrompus, etc. Non, mais si les Français, s'il y avait 10 millions de Français dans la rue, je peux vous dire qu'il y aurait des Allemands qui bougeraient, des Anglais qui bougeraient, des Italiens, des Espagnols. Pour le moment, on n'a pas eu ce grand mouvement. Certes, en Grèce, ils se sont bagarrés et ils n'ont pas réussi. Mais les gens ont cru, le baratin, qu'ils étaient corrompus, qu'ils ne payent pas leurs impôts. Vous savez que c'est un prélèvement à la source, les impôts. Donc je ne sais pas comment ils font pour ne pas payer leurs impôts. Mais voilà, donc tous les mensonges paresseux, corrompus, voilà. Tous les mensonges, et ça a marché parce qu'on ne connaît pas trop les Grecs, oui c'est sûr, tout ça. Mais là, si les Français se bougeaient vraiment, ou les Italiens, ou les Anglais, ou que sais-je, les Allemands, mais bien sûr qu'il faut que ce soit européen. Mais je pense qu'un pays bougerait vraiment très fort, un des grands pays, parce que bon, on peut considérer que la Grèce, vous savez que la dette grecque, c'est ridicule, hein, c'est 300 milliards, c'est ridicule. La nôtre, elle est de 2000, la dette européenne, elle doit être de 15 000 milliards, donc c'est ridicule. Mais si un grand pays bougeait, je pense qu'il y a d'autres peuples européens qui bougeraient, c'est certain. Pour le moment, il y a un manque de prise de conscience. Pour moi, voilà. Mais il vient effectivement par les médias dominants. Ah bah les médias dominants, les mêmes mensonges à chaque fois. Oui, dès qu'il y a un mouvement social. Non mais bon, on sait très bien tout ça et donc la solution on l'a pas, mais voilà, moi j'y travaille, voilà, on y travaille tous ici dans notre réunion. Si quelqu'un veut s'exprimer, non, on peut arrêter. Hein. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Si vous voulez, il y a mon livre qui coûte 8 €, qui est sur le stand, ou que vous pouvez acheter là si vous voulez, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'extractivisme et la dette.